Le sprinkler. Hello Mathieu! Hey, c'est un début. Retour virtuel avec la tempête qu'on a vécue cette semaine. Donc, Oui, la on dernière fois dirait qu'on qu'on était est. là, c'était la période COVID. On s'est dit, tant qu'à être pogné à la maison, tu viens de continuer le podcast à distance. Tu voulais fêter les 5 ans de la COVID, là, c'est ça, c'est pour fêter l'anniversaire du début de la COVID. Ouais, ouais. On revient aux origines, mais non. J'ai tenté de recréer un peu l'atmosphère sprinkler ici, là. Et bravo pour ton effet lumineux sur le logo, c'est magnifique, là. C'est beau. J'ai des talents cachés. Ça va bien? Oui, ça va super bien, toi. Ça va bien, ça va bien. Honnêtement, salut Bruno, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien, merci. Et vous J'aurais deux? préféré qu'on soit tous ensemble dans le Ah petit ouais. studio face à face. Ça, c'est beaucoup plus, c'est plus humain, on dirait, comme conversation. Mais je pense que ça va être malade pareil parce qu'on va parler de choses qu'on ne connaît pas. C'est encore mieux. On parlait je l'ai mentionné au dernier podcast. On a tendance à parler de choses qu'on a mis en pratique depuis très longtemps. Qu'on Mhm. connaît quasiment sur le bout des doigts, ou du moins on connaît une bonne fondation, puis peut-être une tangente qu'on connaît moins, mais on est capable quand même d'imaginer assez facilement. Ce soir, on va mettre beaucoup d'emphase sur le Rendan Hei, Attends un ou petit peu, Eric. Peux-tu nous le prononcer? Bruno, c'est encore mieux quand c'est toi qui le prononce. Ah, ok. Rendan Hui. C'est un phonème qu'on maîtrise mal. Hein? Ce phonème-là, Eric, Ah, on l'a pas on suivi va en se français. repratiquer, on revient. Merci, Bruno. j'ai perdu mon panneau Je sprinkler. Et pense, voilà. je pense qu'il se moque de moi, mais je suis pas sûr là. Non, 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 pas du tout. Je me moquais de nous, moi et Eric, qui le massacrons allègrement à toutes les fois qu'on en parle. Fait quoi, on va parler de Renan Hei. Je ne me souviens pas où moi, personnellement, je l'ai croisé la première fois. Mais depuis ce temps, que je ne sais pas c'est quand, on explore, on s'amuse, on ne l'a jamais mis en œuvre, du moins moi et toi, Mathieu, on ne l'a jamais mis en Non, œuvre. Donc, on est beaucoup dans les hypothèses, les perceptions. les perceptions. Aussi, j'oserais dire, dans des contextes de coaching agile où on a vu un individu, une équipe, une division, une direction être très proactive, très autonome dans ses façons de faire. Puis on a vu les avantages de ça. Donc, peut-être un petit peu à ricochet, mais pas plus. Pas plus. Bruno, tu as coaché combien d'entreprises pour adopter le Renan AI? Ah, Vingt-huit, 28. aux alentours de zéro, je dirais. Donc, en fait, comme vous, en fait, j'y ai touché à différents aspects. En coachant, on est dans les entreprises, mais c'est sûr qu'il n'y a pas de modèle complet de Rendan Hui que j'ai pu coacher vraiment concrètement parce que c'est effectivement, c'est applicable, mais au Québec, on n'en a pas vu. On pourra en parler tout à l'heure, hein. On peut-tu revenir à la base, Eric? J'aime ta question classique. De que c'est ça, le Randan Hai? J'essaie de le prononcer moi aussi. De que Avant c'est? de laisser Ah, Bruno l'expliquer, parce que je pense qu'il va l'expliquer mieux que nous deux ensemble, j'ai quand même trouvé un beau, comment dire, un décortiquage des trois choses. phonème, Euh, ouais. que REN signifie employé, Dan fait référence à la valeur utilisateur et AI signifie l'intégration des deux ensemble. Exactement. C'est l'intégration. Mhm. Tout à fait. Une Ren, mise en forme. c'est une personne, en fait, en chinois. Bruno, Donc, c'est quoi ça, mais Dan? écoutez, plutôt que de donner une définition à la Wikipédia, là, que vous trouvez par vous-même, Ouais. je préfère donner un exemple, l'exemple qui vient le plus souvent à nos oreilles, celui de Haier, la compagnie chinoise, d'où ça vient. Donc, le modèle a été créé par une compagnie, par le dirigeant d'une compagnie, une grande compagnie complexe, donc ça, je veux le souligner aussi, c'est pas une start-up, c'est une compagnie qui fait, dépendamment des moments, entre 70 000 et 100 000 employés, et qui s'est structurée en ce qu'on appelle les micro-entreprises. Donc, ils se sont assurés de se scinder, de se fragmenter en jusqu'à 4000 micro-entreprises de quelques dizaines de personnes, donc, maximum. Et ces micro-entreprises ne suivent pas le même modèle. Elles peuvent faire différents produits, services, internes ou externes. Donc, c'est vraiment un écosystème d'entreprises, mais qui sont guidées par une vision commune et par des règles de base qui les respectent tous, notamment au niveau rémunération, performance, etc. Donc, des éléments vraiment fondamentaux.
Et donc, ça crée aussi une forme de compétition interne. Hein. On pourrait parler d'autres modèles où on met en place plusieurs divisions. Ici, ça va au-delà de ça. C'est vraiment un écosystème d'unités, d'entités finalement, qui collaborent aux besoins dans un écosystème avec des relations de collaboration de clients-fournisseurs, etc. Et donc, c'est évidemment radicalement différent des entreprises hiérarchiques qu'on connaît. Oui, oui. Le concept de micro-entreprise fascinant. Je pense que c'est important de préciser que c'est pas, comme j'ai dit tantôt, c'est pas une direction qui est plus proactive que les autres, qui a développé une confiance avec la corpo qui fait en sorte que la direction est en mesure de prendre plein de décisions de façon autonome. C'est beyond that. Là. On est au-delà de ça. On est ailleurs. Je ne veux pas dire que c'est meilleur. Meilleur time out. Je ne veux pas dire que c'est meilleur. C'est différent. Une option. C'est autre chose. Je fais très attention. Et que cette micro-entreprise-là, moi, ce qui me fascine, c'est qu'elle est responsable de tout son PNL, le Profits and Loss, tout ce qui est, comme tu as dit tantôt, la rémunération et leur façon de fonctionner de A à Z. Et puis, il n'y a pas de gestionnaire, en théorie. Et puis, qu'ils doivent toujours respecter la zéro distance avec le client. Ça, c'est gros, là. Je pense que ça vaut la peine de le souligner quand même, de le souligner quand même, ce principe-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Zéro distance, en fait, effectivement, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile à respecter quand on est plus petit. Ouais. Parce qu'un des grands défis des organisations, c'est quand elles grandissent, la surface exposée, on voit vraiment l'organisation comme une pyramide, la surface exposée, ça laisse beaucoup de gens à l'intérieur qui sont pas exposés à l'extérieur. On peut le voir comme ça. Donc, Ouais. au plus on est petit, au plus on est connecté évidemment à l'extérieur. Donc, une des raisons pour laquelle effectivement ils ont créé ce réseau de micro-entreprises, cet écosystème, c'est pour s'assurer que tout le monde est concerné directement par le client et l'utilisateur. On ne peut pas se cacher quelque part à faire des PowerPoint dans un coin sombre dans une entreprise de ce type-là, Rent and Heavy. Mm-hmm. Oui. Et on ne peut pas se cacher parce que tout le monde est un entrepreneur. Donc, il n'y a pas de backbencher. Ça, est-ce que ça peut fonctionner, ça, au Québec? C'est-tu possible? Je pense qu'il y a moyen que ça fonctionne, mais on n'a pas de modèle qui existe exactement comme celui-là. Mais je pense que les grands principes ne sont pas contradictoires avec la culture québécoise ni avec nos réglementations. Mm-hmm. Ça veut dire que les obstacles sont plus des obstacles de perception, finalement, même de courage managérial. Parce que, ne veut pas, quand on fait ça, l'ego de gestionnaire, etc., d'une grande structure, forcément, il est dilué, puis on le ramène dans différentes micro-entreprises. Donc, il y a une perception de perte de pouvoir de toute une série de gens dans une organisation si on va vers ce modèle-là. Ça, c'est certain qu'on sentirait certainement pas mal au Québec. Ces entrepreneurs-là qui décident de se lancer à l'intérieur vers de la micro-entreprise, qui, oui, peuvent perdre du pouvoir. De ton point de vue, Bruno, qu'est-ce qu'ils gagnent en contrepartie? Qu'est-ce qui les motive à faire ça puis à lancer une micro-entreprise à l'intérieur de Air, par exemple, ou une structure? Je pense surtout que c'est le sens de leur travail. Hein. Du coup, ils sont en charge de livrer quelque chose, d'amener quelque chose. Ils sont en contact direct avec des clients, donc forcément, ils perçoivent l'impact de ce qu'ils amènent. Mm-hmm. Donc, c'est beaucoup plus motivant. Mais c'est pas forcément pour tout le monde non plus. Donc, je pense que on parle d'intrapreneuriat, on connaît ça. Beaucoup de gens sont encore très à l'aise à savoir ce qu'ils vont faire dans les prochains mois de manière planifiée. Et ne sont pas prêts à franchir ce pas-là. Un autre élément intéressant aussi qui est peut-être demandé par rapport au Rent and Heavy, c'est que ces fameux entrepreneurs sont aussi parfois propriétaires, partiellement propriétaires de leur micro-entreprise. Mm-hmm. Donc on commence à brouiller la zone entre employés et propriétaires entrepreneurs. Alors que souvent dans notre culture, c'est l'un ou l'autre. C'est le gars qui a une start-up là, ou bien c'est quelqu'un qui travaille dans une grande banque. Là, on arrive à trouver une sorte de juste milieu finalement. Je suis entrepreneur, je suis actionnaire de quelque chose, mais je suis pas tout seul. Mm-hmm. Donc ça, c'est intéressant, puis ça permet aussi aux gens de dérisquer un peu une démarche d'entrepreneuriat. Mm-hmm. Parce que tu es à l'intérieur de cet écosystème-là, de la plateforme qui te supporte, donc c'est quand même hyper intéressant. Ça me rappelle l'approche coopérative travailleur-actionnaire au Québec.
On avait ça à Pixis dans le temps. Et puis, oui, il y avait toute une fierté associée à ça. Puis, il n'y avait pas un sentiment de risque de travailleur autonome, par exemple, ou fondateur d'un Inc., par exemple. Fait que, ouais, c'est peut-être intéressant d'explorer la création d'une toute première micro-entreprise dans une entreprise de, disons, je ne sais pas moi, 500 personnes au Québec. Et que la micro-entreprise serait encadrée par les normes et réglementations associées à la coopérative travailleurs actionnaires. C'est peut-être une piste de solution. Pour faire un premier pas vers ce modèle-là. Là. Je pense ce serait un modèle effectivement légal, juridique qui correspondrait à ça, hein, parce qu'effectivement, il faut quand même une base juridique pour que ça fonctionne. On a des coopératives au Québec et dans d'autres pays aussi qui pourraient convenir, où donc on a vraiment l'employé est également un membre, hein. Il a un droit de vote, il a un droit de vote aussi sur les dirigeants. Donc, un dividende ou une ristourne qui est versée aussi en fonction des résultats. Fait que ça motive aussi l'entrepreneuriat là-dedans. Excuse-moi, je t'ai coupé, Bruno. Non, tout à fait, exactement. J'allais dire exactement ça. Donc, désolé. En gros, Randanei, pour les gens qui l'écoutent, il n'y a pas de hiérarchie, d'abord et avant tout. À moins que la micro-entreprise décide d'avoir une hiérarchie, mais je ne vois pas l'utilité, notre sujet. Il n'y a pas de hiérarchie. Les entreprises de une personne à, c'est combien Haier aujourd'hui? 100 000 aujourd'hui, plus ou moins. À 100 000 personnes, le modèle est applicable. Haier, tu disais, Bruno, environ 4 000 micro-entreprises d'environ une dizaine de personnes chaque. Puis c'est fluide, ça bouge constamment. Là. Cet organisme-là est constamment en train de créer des micro-entreprises, des écosystèmes. C'est vivant. C'est une autre affaire que j'aime beaucoup de Randanei. J'aime beaucoup le volet PNL. J'aime beaucoup le fait qu'une micro-entreprise peut apparaître, ou même un écosystème de micro-entreprise peut apparaître, et parce que ça ne répond plus aux besoins du client, c'est zéro distance avec le client, cet écosystème-là, où la micro-entreprise peut disparaître et l'écosystème global, c'est-tu la plateforme? J'ai oublié le terme. L'écosystème global se réinvente de façon perpétuelle. C'est antifragile, en fait. Là. Ça permet à l'entreprise aussi de vivre à travers les hauts et les bas du marché, les changements qui peuvent se produire à travers cette structure-là. C'est vraiment une logique de marché du talent aussi, parce que les personnes pourraient décider de changer de micro-entreprise, la rapetisser, l'agrandir. Donc, ils ont une autonomie, pas uniquement interne sur les opérations, etc., mais ils ont une autonomie sur l'autoconception de leur organisation. Ça, c'est très important. C'est comme un self-selection pour ceux qui ont réécouté des vieux podcasts, je pense, avec Stéphane Bourque, puis on avait discuté. C'est un self-selection sur les stéroïdes à l'échelle de l'entreprise au complet. Exactement ça. Mais il y a un point par rapport à ta question d'origine, Éric. Donc, est-ce qu'au Québec, ça fonctionnerait, qu'on n'a pas vraiment adressé, puis qui me semble fondamental, c'est pourquoi est-ce qu'on fait ça? À quoi ça sert? Pourquoi on se met en micro-entreprise? Hein? Est-ce que c'est la solution ultime à tous les problèmes? On sait que c'est pas le cas. Pourquoi est-ce que Haier l'a fait? Je vais me lancer, puis vous réagirez par rapport à ça, parce qu'ils sont face à un marché, un environnement qui est très diversifié en termes de type de clients, de géographie. La Chine, c'est grand quand même. Hein. Géographie, type de clients, type de produits, qui est qui évolue rapidement, donc très volatile. Et donc, ils avaient besoin d'avoir des services, des produits qui sont ancrés localement et dans les différents segments de ces clients, etc. Et qui, en même temps, peut, comme on l'a dit tout à l'heure, se réorganiser aux besoins. Ouais. Si on est face à un marché qui est homogène, oui, on peut faire 1000 entreprises, 1000 micro-entreprises, mais si elles font toutes les 1000 la même chose, est-ce que ça a un intérêt? Beaucoup moins. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a la notion aussi d'adresser une diversité au niveau des marchés qui, je pense, est centrale sur le pourquoi de Randanei. Absolument. C'est intéressant que tu l'amènes en le soulignant comme ça, que c'est pas un silver bullet, là. C'est pas demain matin, vous écoutez le podcast, on se lance tous au Québec, on applique le modèle bêtement parce que c'est la solution à tous les maux de la Terre. Là. C'est intéressant que tu le soulignes comme ça, je pense. Là.
Ouais, j'aime bien le présenter comme une alternative. Notre réflexe de croyance fondamentale, c'est que lorsque l'entreprise devient grande, automatiquement, on a soudainement un directeur avec un staff. Quand ça grossit, là, on a des VP avec des DP, avec des D, avec des. Donc, c'est la croissance d'une entreprise qui est, Naturel. nous, Ouais. en Amérique du Nord, voire dans le monde en entier, qui est naturelle, qui est normale. It's the way of doing business. J'aime présenter Redanai ou des équivalents. Ces jours-ci, Bayer explore le Dynamic Shared Ownership qui est inspiré du Redanai. J'aime le présenter comme étant une alternative. Vous êtes en croissance? Cool, bravo. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un boss avec des employés. Vous pouvez le faire différemment. C'est une alternative aussi au modèle de scaling qu'on voit beaucoup en agilité là, avec les frameworks très rigides, qui a 8 niveaux de gestion de portefeuille, etc. Et s'il y avait d'autres alternatives, c'est intéressant pour ça aussi, je pense. Ouais, puis être en mesure de l'articuler comme pour que ce soit alléchant. Il faudrait quasiment développer des certifications pour que ça soit, surtout dans la communauté agile. On passe ça, Bruno. On a assez maintenant, c'est bon. Moi, si je peux mettre des lettres au bout de mon LinkedIn, là, je vais être content, là, ça va être cool. Redanai, niveau 2. Niveau 1, c'est de le prononcer correctement. Pas trop fort, ça va arriver, là, j'en suis sûr. C'est sûr. Tu penses? Oui, OK, bien. Et voilà, vas-y. Est-ce que tu penses que. OK. Agile. En 2000, je vais dire en 2003, plus ou moins. Bon, c'était quelque chose. L'Agile Tour était dans des petites salles de classe un samedi. Fait que c'était des malades qui allaient, là, et des gens qui croyaient fort. Et que les gros CGI de ce monde, par exemple, n'étaient pas intéressés du tout. Ça l'a changé. Il y a eu un engouement très fort. Donc, il y a eu commencé à avoir des certifications. Un des premiers, c'est Ken Schwaber, sa certification Scrum Master. Pour le meilleur ou pour le pire, c'est un peu ça qui a comme propulsé l'agilité au Québec, du moins. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir un phénomène similaire avec les concepts de micro-entreprise, zéro distance? Puis, ben, regarde, tout le monde maintenant qui écoute savent c'est quoi. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir un engouement similaire avec Redanai qu'on a vécu avec l'agilité aux alentours de 2005? Je pense qu'on commence déjà à voir des éléments qui sont intégrés dans les certifications ou les formations en agilité ou en management. Okay. On parle de l'acratie, on parle d'équipe autonome, etc., du modèle de Hackman, de toute une série de choses. Donc, je ne sais pas s'il y aurait une certification Redanai, mais je pense que c'est absorbé progressivement. Et je préfère ça comme ça parce que quelque part, je ne voudrais pas que ce soit une bibite de ta part. Hein. On pourrait dire que c'est finalement une évolution naturelle de l'agilité organisationnelle. Il y a un outil en plus à mettre à sa boîte à outils et non pas quelque chose qui est encore complètement séparé avec une compagnie complètement séparée qui va offrir des certifications. Et je pense aussi que quand on est au niveau organisationnel, là je refuse tout haut là, je pense pas qu'on ait la même masse de clients potentiels pour des certifications quand on parle de méthodologie. Ce qui a fait le succès de Scrum et des certifications autour de Scrum et des méthodes agiles, c'est parce qu'on peut les appliquer pas mal partout. Redanai, on s'entend bien, c'est un autre animal. Okay, donc l'applicabilité est pas mal, il y a beaucoup plus de conditions pour le mettre en place. Donc je pense que ça va prendre notre temps. Je pense qu'une des conditions, c'est déjà le besoin, qu'on a parlé tout à l'heure, de faire face à un environnement qui est volatile, un vrai besoin d'agilité organisationnelle. On ne parle pas juste de livrer des projets plus vite, là. On parle vraiment de VUCA classique. Organisationnelle, ouais. Vraiment du VUCA, etc., classique. Ouais. Et je pense aussi qu'on doit être dans l'organisation avec une prise de conscience suffisante au niveau des dirigeants que le modèle actuel ne fonctionne plus. Et ça, c'est une grande différence parce qu'aujourd'hui, le succès de différentes méthodes agiles, c'est parce qu'on peut les plugger dans les structures relativement sans trop changer. On veut changer sans changer. Donc là, on est sur autre chose. Moi, je côtoie des dirigeants puis des exécutifs et avoir le courage de se dire bah tiens, on va essayer ça là. Je pense que c'est pas gagné. On n'en est pas encore là. Je pense qu'il y a quelques croûtes à manger. Je suis en partie d'accord avec ce que tu dis. C'est le mindset de Burning Platform.
plus le choix, on est dans la merde. Il faut faire quelque chose. Et puis allons-y radical. Bayer, c'est ça. Bayer, ils ont fait de l'achat de Monsanto, ils sont dans le train solide, on n'a pas le choix. On a trop d'hierarchie, c'est ridicule. Donc, ils ont mis en œuvre leur Dynamic Shared Ownership parce qu'ils n'avaient pas le choix. Moi, on dit que j'aimerais ça que ce soit plus par le désir d'un good to great ou un great for things. Ça serait le fun que nous avons une hiérarchie actuellement classique. Les choses roulent relativement bien, mais on croit fermement qu'on peut profiter, au bon sens du mot, la puissance de tous ces gens-là qui sont à la base aujourd'hui, là, et de profiter de leur cerveau, de leur initiative, de leur autonomie, de leur courage, en prenant l'hierarchie qui fonctionne relativement bien, puis les transformer en micro-entreprises. Ça me semble que c'est plus inspirant que on n'a pas le choix, sense of urgency, on faut le faire, sinon on crève. Puis entre les deux, il n'y a rien qui oblige que ce soit implémenté tout d'un coup, de passer d'un état très hiérarchique à soudainement exploser en 4000 micro-entreprises, X écosystèmes, etc. Il n'y a rien qui empêcherait demain matin. Puis je suis d'accord que le besoin doit être là, Bruno, mais de mon point de vue de ma chaise, il n'y a rien qui empêcherait que, exemple, moi je suis en mandat chez Hydro-Québec, disons, tranquillement, pas vite, il y a des petites micro-entreprises qui commencent à se créer alentour de... Vas-y, Bruno. Hydro a fait ça, effectivement. Ils ont fait une spin-off, qui est en fait une micro-entreprise, qui a quand même 100-200 personnes, qu'ils ont réintégré l'année passée dans Hydro-Québec pour ramener le modèle. Est-ce que c'est un succès ou non? C'est d'autres questions. Mais il y a au moins une tentative qui a été faite, qui a quand même au moins partiellement fonctionné. Mais par rapport à ton point, Mathieu, est-ce qu'on peut faire ça progressivement? Je pense que le produit minimal viable d'un Aaron Henry est élevé. Dans le sens où, si tu le fais pas bien, tu fais à moitié, tu vas parler des inconvénients sans avoir les avantages. Tu vois ce que je veux dire? C'est intéressant, explorons. Si tu prends une organisation, une grande organisation, moi, je n'irais pas vers une étape vers le run pour toute l'organisation. Je prendrais un morceau d'organisation qui a des besoins et je le ferais entièrement en run juste ce morceau-là. Donc, une verticale. Tu vois ce que je veux dire? Pour un client. Il y a deux grandes stratégies. Tu prends tout de front, on a un petit peu, ou tu prends un morceau, tu vas au fond. Tu vois? C'est très différent comme stratégie de transformation. Puis ce que ça voudrait dire, c'est qu'à l'intérieur d'une entreprise, pour un client, un produit, disons, on crée une petite micro-entreprise très spécifique, niche à la production de ce produit et ce client-là duquel il devient très, très proche. Exactement, tu prends... Vas-y, Eric. Allons, explorons plus profondément. Là, on a un vice-président exécutif à la compagnie X qui a 3000 employés. Il dit j'ai écouté 3 zoin-zoin sur un nom bizarre, le Sprinkler, whatever. Un mercredi soir, j'ai écouté ça. Il parlait de cette chose-là, mais en plus, ils ont expliqué des étapes à haut niveau. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour créer, nous, dans notre entreprise, chez Truckmush Incorporé, 2000 personnes, notre toute première micro-entreprise pour explorer le concept. Quelle serait la toute première étape selon vous? Je vais me lancer. Moi, je pense que la première étape, c'est d'identifier un segment client ou un produit, service de l'entreprise où le besoin se fait sentir. Parce que si on prend une entreprise grande, 3000 personnes, prenons une banque par exemple, il y a tas de choses. Il y a des comptes chèques et il y a des expérimentations sur la crypto. C'est certain que du côté des comptes chèques, le besoin d'agilité, il est moindre. C'est assez linéaire, on sait voir venir, on fait ça depuis 100 ans. Alors les contraintes sont plus grandes. Il y a beaucoup de contraintes réglementaires. Dans d'autres produits services émergents, on a besoin d'expérimenter, on a beaucoup d'incertitudes, donc on doit mettre en place une structure qui va être capable de s'adapter, d'être proche des clients, de réagir rapidement. Donc on pourrait prendre une ligne de produits, par rapport à ta question, une ligne de produits où on sent qu'il y a un besoin réel d'agilité puis d'expérimentation, où une structure en micro-entreprise pourrait nous donner un avantage. OK. Fait qu'on commence par... l'identité. Même avant ça, c'est la volonté. La quoi, excuse-moi? La volonté de le faire. Ah, oui. L'intention
qui est critique, selon moi, pour ce genre. L'agilité, cool, allez-y, faites votre agilité si vous voulez. Randonnée, c'est pas non, cool, allez faire votre randonnée si vous voulez. Ça doit inclure le big Le boss. board d'administration, le conseil d'administration pratiquement. Tout le monde, selon moi, tout le monde doit être convaincu et avoir la volonté et l'intention de dire oui, nous allons faire l'expérimentation et nous allons de l'avant et nous vous appuyons du début jusqu'à la fin. Parce que souvent, comme dans l'implantation d'agilité, on est souvent limité à la division qui est cachée à quelque part. Là. Et puis, on n'a pas la chance de voir la vice-présidence dans les entreprises de, je vais dire, 4 000 en montant, mettons. Là. Donc, la volonté forte et l'intention forte de tous les membres de l'organisation, de la haute direction de l'organisation, pour ensuite la communiquer fortement avec tous les membres de l'organisation pour dire, voici ce qu'on essaie. Et comme tu dis, Bruno, de cibler un segment. Combien de personnes? On met combien de personnes là-dedans? Mais déjà, je pense que ça prendrait les 1, 2, 3, 4, 5 entrepreneurs qui trippent sur ce segment-là, là, qui ont le goût de s'investir sur ce bout de produit-là ou qui comprennent ce marché-là puis qui se lancent. Là. Les employés qui prendraient un mindset d'entrepreneur, qui deviennent, mais finalement, qui deviennent réellement entrepreneurs, avec le filet de sécurité de la corpo. Exact. Vous m'arrêtez, hein, moi, on jase. On jase. Okay. Fait que, un genre de pseudo à peu près approx self-selection, mettons. Et puis, si je dis, OK, pour la première micro-entreprise, nous avons identifié, et où les gens se sont auto-identifiés, 25 personnes. Mettons. OK. Après ça, je pense que c'est le moment d'introduire un peu, parler de VAM, peut-être. Oh. OK, vas-y. C'est toi le pro des VAM. Ben, j'avais le goût de le lancer à Bruno, mettre Bruno, Bruno, tu connais les VAM, le ramener. Là. Bruno, est-ce que tu connais les Value Adjustment Mechanisms? Non. Alors, c'est Mathieu qui va prendre la relève. Excuse-moi. Peut-être que je connais, mais pas ce nom-là. OK, excuse-moi, mon intention n'était pas de te piéger très, très loin de là. Je m'excuse, Bruno, c'était juste de te passer la POC. Ben, dans le fond, à l'intérieur de notre expérimentation, qui est non seulement sponsorisée, mais souhaitée par l'autre direction, etc., on identifie les 25 personnes s'auto-identifient en disant « Yes, on va partir notre département de crypto dans une grande banque. » Et imaginons, le VAM, c'est essentiellement l'entente que va avoir cette micro-entreprise-là. C'est essentiellement un contrat, en fait, entre la micro-entreprise puis le restant de son écosystème. Au départ, l'écosystème est assez simple. C'est juste l'entité majeure. Appelons ça, je ne sais pas, une couleur de banque mauve pour faire différente des autres couleurs de banque au Québec. Et puis, ben, ça va être quoi l'entente? Est-ce que c'est encore au niveau de la rémunération, comme tu disais, Bruno, dès le départ? Est-ce que l'entité principale va encore fournir les services de ressources humaines, par exemple, de gestion de la paye? Est-ce qu'ils vont ça va être quoi les contraintes technologiques que la nouvelle division crypto va avoir? On peut y aller très, très, très pratico-pratique. Est-ce qu'il va falloir... Une division. Excuse-moi. Cette nouvelle micro-entreprise-là va avoir à mettre en place. C'est quoi les contraintes? Est-ce qu'ils vont devoir déposer dans le même Git que tout le restant? Est-ce qu'ils peuvent utiliser la même techno que le restant de l'entreprise? Donc, c'est quoi leur contrainte? C'est vraiment l'entente qui va faire en sorte que si on appelait ça un Value Adjustment Mechanism, ben, comment on va s'assurer qu'on apporte la valeur de part et d'autre? Comment la micro-entreprise apporte de la valeur à son client? Comment la micro-entreprise apporte de la valeur au restant, puis comment elle prise de la valeur aussi dans le restant de la plateforme qui est à côté. Donc, puis surtout, ce mécanisme-là doit être constamment ajusté, un bon vieux inspect and adapt, là, être dynamique. Puis, exact. C'est un contrat dynamique. Ayer avait des contrats classiques au départ et que lorsque les coûts augmentaient d'une micro-entreprise, ils coupaient les coins ronds pour pouvoir respecter le contrat fixe avec leurs partenaires. Donc, ils ont mis en place le VAM. Semblerait que c'est d'origine chinoise, le VAM. Ça ne vient pas de l'Amérique, semblerait. Fait que c'est essentiellement un contrat dynamique.
D'après la description, ça me fait beaucoup penser au modèle opérationnel double qu'on met en place parfois au sens où on s'assure d'avoir deux modèles différents d'organisation OK. parce qu'on ne veut pas justement Cannibalise, là. qu'ils se Ouais. nuisent l'un l'autre. On ne veut pas, parce qu'on veut la continuité des affaires au niveau du modèle classique. Et le modèle qui est le nouveau modèle, on veut qu'il puisse performer puis évoluer séparément. Et par rapport à ce que tu disais, des liens entre les deux, on a ce qu'on appelle des interfaces qui vont se connecter avec des exceptions. Par Exact. exemple, on pourrait dire, voilà, au niveau gestion de projet, on fait des projets aussi dans le nouveau modèle, micro-entreprise dans ce cas-ci. Mais attention, c'est pas un business case de 20 pages avec 13 sections. C'est Ouais, deux slides, ouais, on reçoit un peu d'argent et on commence. Donc ouais. pour chacun des éléments, on a des interfaces et on procède par exception par rapport au reste de l'organisation, qui sont les contrats finalement Euh, d'adaptation du entre. modèle. Donc c'est un Ouais. peu vraiment qu'on dit la même chose avec différents mots, mais juste pour dire, c'est pas spécifiquement chinois. Je pense que ça se fait aussi. Puis Mhm. c'est le modèle double finalement. Modèle double. Oui, oui, oui. Euh, Donc, la micro-entreprise, elle a commencé, elle est en contact direct avec sa clientèle. Donc, Elle commence à générer. comment? Elle commence à générer des revenus tranquillement, tranquillement pas vite. Oui, Elle génère de valeur. il y a du succès, ça va bien, et là, il y a un engouement qui s'installe. Ah, Et là, on dit, on va créer une deuxième micro-entreprise parce que les besoins en RH de la micro-entreprise qu'on a créée sont bizarres. sont bizarres. Que direz-vous qu'on parle une deuxième micro-entreprise de 6 personnes, focus RH, avec une spécialisation RH, crypto-monnaie, whatever. Est-ce que c'est bizarre? Oui ou non? Ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est que ça suppose un petit peu que la culture d'émergence entrepreneuriale au sein de cette grande entreprise-là a commencé à vivre parce que quelqu'un qui a détecté ce besoin-là au niveau RH un petit peu différent, puis qui dit Hey, savez-vous quoi? Je pense qu'il y a un potentiel de création de micro-entreprise qui existe, puis qui commence à le rendre visible, puis qui dit Hey, moi je veux commencer quelque chose. Puis le mousse commence à le rendre visible, puis essentiellement le créer là, commence à le faire vivre. Fait que Ouais. c'est intéressant, ça veut dire qu'il y a un terreau plus que juste on le met en place pour le premier qui a été fait. On a valorisé cette expérimentation. Je dirais que à cause de l'environnement puis les événements, ça requiert de moins en moins de courage pour décider Exact. de spawner une micro-entreprise, surtout quand les gens de la corpo, qui sont maintenant rendus à 980 employés, parce qu'il y a 20 employés, il y a 20 employés qui sont rendus des entrepreneurs dans la micro-entreprise, il y a surtout qui ont vu que Jean-Paul, il ne tripait pas. Il n'y avait pas du fun dans la micro-entreprise. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a réintégré la corpo. Donc, la corpo est remontée à 981 employés. Les micro-entreprises est restée à 19 entrepreneurs pendant un certain temps. Et soudainement, il y a quelqu'un qui s'est manifesté et qui s'est joint à la micro-entreprise. Donc, les gens ont vu, attends un peu, c'est pas un, je ne pas avec mon sang le fait de me lancer en entrepreneuriat. C'est pas ça. Je deviens entrepreneur, mais dans un environnement sécuritaire. Huguette, ça te tente-tu qu'on parte une micro-entreprise RH qui répond à leurs besoins à eux directement pour pas qu'on soit en context switching continuellement? Là, on s'occupe des RH crypto. Ça veut rien dire en passant, les gens qui écoutent, là, je ne sais pas. La RH crypto, puis ça, une heure plus tard, on va faire de la RH X, sur la RH Y. On aimerait ça être le focus sur RH crypto. Big Boss, c'est-tu possible? C'est-tu possible? Tu es malade? Vas-y. Be Vas-y. my guest. Ouais. Et on t'appuie de A à Z. Une nouvelle micro-entreprise qui émerge, 6 personnes cette fois-ci. Ça vous va, 6 personnes? Non, moi j'en veux 8. Et là, OK. Et là, soudainement, nous avons un écosystème de micro. Ce que Malade. j'aime bien dans ton exemple, Eric, c'est que la deuxième micro-entreprise, c'est sur un processus de support. Parce que souvent, quand on dit micro-entreprise, bah, tu sais, c'est des gens qui livrent des produits, des services, mais ça touche aussi les RH, les Oui, Les finances, finances. les TI, oui, etc. Tous des processus qui ne sont pas visibles de l'extérieur parce que, effectivement, comme tu disais, ces capacités organisationnelles-là, elles doivent aussi être adaptées pour soutenir le nouveau modèle qui est en train de se Mhm. créer. oui, oui. Le modèle Random Hoy, les micro-entreprises, elles n'ont pas toutes le même patron. C'est pas comme par exemple une banque qui fait toutes des succursales et c'est toutes des succursales les micro-entreprises. Non, c'est pas ça.
il n'y a pas que des succursales, il y a aussi peut-être comme tu disais, des micro-entreprises RH, micro-entreprises TI pour les servir, etc., etc. Donc, c'est aussi le fait qu'on a toute une série de patrons qui vont émerger en fonction des besoins. Mais là, t'as un peu, là, c'est le bout là, tu sais où je m'en vais, Marie-Mathieu, là, le bout Je sais exactement où tu t'en vas. Le bout de killer plus. Là, on est next level. On tombe à l'état gazeux comme humain, là. Pure energy. La micro-entreprise RH qui s'est spécialisée en RH crypto-monnaie dans le contexte de la grosse corpo. Et maintenant, focus sur ça. Donc, un livre, un service phénoménal rapide. Parce qu'ils ont développé une expertise, ils connaissent le contexte incroyablement parce qu'ils sont proches du client. Elle commence à offrir des services RH à des entreprises à l'extérieur de l'entreprise principale. Ah, wow, ça commence à être une source de revenus net pour la corpo. Malade. RH n'est plus un cost center, c'est un profit center rendu là. Et ça peut être encadré justement à l'intérieur d'un van, à savoir à quel point faut que tu... Un peu comme tu disais là, tout à l'heure, Bruno, là, c'est une espèce d'interface, à quel point je suis ton interface premier ou pas, puis à quel point tu as besoin de me rendre un service dans un délai X ou des trucs comme ça, mais ça devient hyper intéressant. Puis dans l'exemple qu'on est en train de faire là, soudainement, quand on le regarde de loin, une banque est en train d'offrir des services RH, mais de façon vraiment organique parce que ça a donné qu'on voulait faire ça à ce moment-là. Tu sais. C'est une vraie histoire. Ayer, une de leurs premières micro-entreprises, c'est leur service de transport. Maintenant, cette micro-entreprise-là, 50% du matériel qu'ils transportent, c'est Ayer. L'autre 50%, c'est plein d'autres organisations, incluant des concurrents. Des concurrents, des manufacturiers de laveurs. C'est complètement fou. Puis il y a deux façons de voir ça. On peut dire, ah non, on est en train de rendre service à nos concurrents. On peut le voir de façon différente. C'est, on est en train de voler ou de prendre des ressources et des dollars de nos clients et de les ramener à l'intérieur de notre écosystème à nous. Là. C'est quand même génial. Partenariat ou concurrence, c'est une question de perception. De perception, exact. Attitude, finalement. Ah oui, écosystèmes qui sont forts. L'ancien CEO de Ayer, il disait souvent, là, on n'a pas de compétiteurs, on n'a que des partenaires potentiels. Ouais. Zang quelque chose. J'oublie son nom. On va repartir l'histoire en 84. Ah oui, de ne pas uriner sur le plancher, ouais. Mais tranquillement, pas vite, à travers, là, on est en train de raconter l'histoire d'une entreprise qui ne ferait pas un big bang vers des micro-entreprises puis des écosystèmes, mais qui tranquillement, pas vite, verrait émerger des micro-entreprises en son sein, puis évoluerait là-dedans. Cette histoire-là, il n'est pas obligé d'avoir un début, un milieu puis une fin. Ça peut continuer de façon organique comme ça tout le long de la vie de cette corpo-là avec ces micro-entreprises qui se créent. Ultimement, il y en a même qui pourraient sortir de la corpo puis devenir, si tes RH deviennent hyper performants, puis finalement sont meilleurs pour faire des RH externes à la corpo, ben cool. Allez vivre votre vie, puis parfait. Vous venez de créer une nouvelle entreprise, puis c'est génial. Ça, c'est le principe des spin-offs qui existent depuis avant Random Tree. C'est que tu veux tester quelque chose, tu sais qu'à l'intérieur de ton organisation, pour différents éléments, ça va probablement pas marcher. Donc, quelque chose à l'extérieur, avec d'autres conditions, moins de contraintes, et ainsi de suite. Après, on peut soit le réincorporer, comme faire ILO avec Hydro-Québec, soit voler de ses propres ailes. Donc, il y a différentes stratégies qui peuvent apparaître à ce niveau-là. Et là, ça fait 4 ans. Et il y a eu du spawning de micro-entreprises, il y a eu des écosystèmes qui se sont créés, il y a des micro-entreprises qui ont disparu, d'autres qui ont réapparu. Et aujourd'hui, ça ressemble un petit peu à ça, là. Là, il y a un architecte d'entreprise qui dit ça n'a pas de bon sens, il faut maintenant mettre ça droit parce que des lignes croches, ça ne marche pas, j'aime pas ça dans mon architecture. Ah non, c'est pas ça qui se passe. Pour les gens qui se posent la question, l'image que je viens de montrer, c'est la vie de Startup Factory. Donc, écrit par des gens de Corporate Rebels là, qui donnent l'histoire complète de Ayer et du début avant même qu'il s'appelle Ayer. Mais tout ça pour dire, il y a plein de micro-entreprises, il n'y a même plus de corpo, là, ça n'existe plus. C'est rendu un écosystème vivant. Et là, il y a comme des risques qui me viennent en tête.
Bruno, selon toi, ça serait quoi le premier risque le plus évident si la corpo n'existe plus, puis que c'est plein de micro-entreprises avec des écosystèmes et compagnies, et ça bouge, ça l'apparaît, ça disparaît. C'est pas chaque milliseconde, on s'entend, là. Dans un dynamisme perpétuel. Quel est le premier risque qui vient en tête? Moi, je pense qu'il y a toujours un risque de divergence du fait que l'identité se dilue et que finalement la cohérence est perdue. Maintenant, est-ce que c'est une évolution naturelle ou pas? Est-ce qu'il y a une volonté de vouloir garder finalement l'écosystème de manière relativement homogène ou pas? Il y a clairement ce risque-là parce que le but de Hire, c'est pas de disparaître quand même. On est d'accord. C'est de devenir un écosystème, ce qu'ils ont fait, et d'en bénéficier. Mais c'est pas de fragmenter en 4000 compagnies qui ont un nom différent puis un logo différent. C'est pas ça l'objectif. Donc, ça veut dire que quelque part, il y a quand même un point commun et un élément qui les rassemble. Même s'il n'y a pas de structure corporative, il y a une identité qui est partagée. OK. Et une vision. Des valeurs, des objectifs, une vision. Donc, c'est important pour qu'une personne ou un groupe d'individus communique clairement ce fil conducteur-là. C'est les valeurs, puis bien sûr, tu as tout le volet VAM, comme Mathieu a expliqué. Ça aussi, c'est beaucoup plus formel. Mais ça aussi, ça permet d'assurer une cohérence, une cohésion, une congruence entre tout ce qui existe à l'intérieur de l'écosystème. Oui. Puis, ça, j'y vois un risque de duplication. C'est vraiment un risque. Déjà, c'est-tu grave, la duplication? L'exemple extrême de Bruno tantôt, tu disais, si on a 28 micro-entreprises qui font les 28 la même chose, bof, c'est peut-être pas intéressant. Mais si on est rendu à 100 micro-entreprises, il y en a 8 qui font exactement la même chose. Mathieu, tu l'as dit. Est-ce un problème? Moi, parce que je suis un petit vieux, moi je me dis oui, c'est un problème. On refait 2 fois la même chose. Mais peut-être pas. Mais je pense que ça va évoluer naturellement, Eric, par rapport à ça. Même si c'est une duplication, ça veut dire qu'il y a quelque part une concurrence interne. Naturellement, certaines vont disparaître, certaines vont grandir, certaines vont se spécialiser. Est-ce qu'on a besoin d'avoir un arbitre externe pour dire c'est toi qui vas faire les TI pour tout le monde, c'est toi qui vas faire ça? Pas forcément. On peut laisser, si on est dans la vraie auto-organisation, on peut laisser le système s'ajuster puis s'équilibrer progressivement. Puis, à travers ça, on peut le faire. Je pense que le VAM vient fortifier ça aussi. Imaginons qu'il y a deux entreprises qui, dans l'exemple qu'on se portait, là, commencent à faire de la crypto. Puis à l'intérieur de la banque, puis finalement, ils s'adonnent à être sur le même token, puis faire essentiellement la même chose. Mais comme ils sont proches des clients, puis ils ont leur propre PNL, pardon, les VAM communs, etc., ben, ils vont être conscients un de l'autre, qui vivent dans le même écosystème, lequel génère le plus de bénéfices, lequel moins. Ils vont commencer à se partager des ressources, des bénéfices, etc. Ben, il y a un moment donné où ces deux micro-entreprises-là vont faire « dis donc, toi, t'es meilleur dans X, moi, je suis meilleur dans Y. » Et si on se réajustait pour chacun avoir notre spécialisation, notre client différent, et si on fusionnait parce qu'on serait meilleur, vous êtes 12, on est 25, si on était 36 ou 37, ça ferait encore plus de sens, ben pourquoi pas en fait. Là. C'est pas. Je pense qu'il n'est pas obligé d'avoir un grand architecte conscient de tout ça qui dit toi tu vis, toi tu meurs, toi tu te spécialises dans X. Là. Non, on n'a pas d'arbitre, effectivement. Donc, c'est moi qui m'excuse. Et tu as mis le doigt sur un truc important, c'est que pour que ça fonctionne, et ça on ne l'a pas encore dit, mais c'est très important, il faut que les micro-entreprises se connaissent les unes les autres. Ça veut dire qu'il y a la question de transparence, de connaissances partagées. Si on regarde comme Burzorg, par exemple, ils ont des chapitres, ils ont des bases de connaissances qui font qu'ils peuvent se consulter l'un l'autre, voir ce qu'ils font. Donc, ce que tu viens de dire là, ça va être naturel parce qu'ils vont voir, tiens, eux, ils font quelque chose qui ressemble à ce que je fais, mais un peu différemment. Est-ce que je vais me différencier ou est-ce qu'on va se mettre ensemble? Si on ne sait pas ce qu'ils font, si c'est des boîtes noires, ça marche pas. Donc, toute la question de transparence et de circulation libre de l'information entre les micro-entreprises devient cruciale pour l'évolution de l'écosystème.
Et à 4000 micro-entreprises, j'imagine le défi gigantesque que tout le monde... C'est pas un OneDrive, là, on s'entend bien. À 4000 employés, ça c'est sur complexe. OneDrive, Hayo. Un très, très gros OneDrive. C'est un gros Confluence, Bruno, c'est juste ça. C'est juste un très gros Confluence. Puis ils ont un super Jira là, avec 322 quand on clique dessus, la lumière baisse, là. mais c'est quand même important, on le dit un peu à la rigolade, mais ça sous-entend que ça se peut qu'il y ait des pertes d'optimisation locale. Ça se peut qu'on prend pour... Ça fait partie du système que, oui, il y a peut-être du dédoublement temporaire à gauche, à droite, une perte d'énergie à gauche et à droite, mais globalement, c'est rentable. Puis on a un souci de transparence, on a un souci d'ouverture à l'intérieur de notre écosystème puis d'échange. Et puis, quand on va s'en rendre compte, on va finir par... le système va se balancer. C'est pas grave qu'il y ait une petite perte de chaleur locale à gauche et à droite ou un certain dédoublement temporaire dans une section ou même permanente. Il faut accepter les inefficacités temporaires quand on évolue, quoi, parce que essayer de les chasser à tout prix, une logique vraiment d'efficience pure, va tuer le modèle finalement, et donc on va finalement se retrouver dans une situation qui est pire qu'avant. Mais ça, c'est aussi important à mentionner, c'est que sur le chemin, il va y avoir des erreurs, puis il va y avoir des choses qui sont pas optimales. Mais dans l'ensemble, les bénéfices vont dépasser ces inconvénients-là. Très bien dit. Ah ouais. Air a acheté G Appliances, et voilà. Qui aurait dit ça en 90, disons, ou quelque chose comme ça, là, au début. Après que G Appliances a dit, nous, on va acheter Air, puis évidemment, c'est le contraire qui s'est produit. C'est nice. Oh, wow. Okay. Effectivement. Là, tu parlais sur la traque des risques, Eric. Là, puis là, on a parlé, on est parti sur le dédoublement, des trucs comme ça. Est-ce qu'on voit d'autres risques? Est-ce qu'on voit... C'est quoi le pire qui peut se passer, là? On commence notre expérimentation à la banque, là, puis il commence à y avoir des micro-entreprises qui se créent. C'est quoi la pire catastrophe? En parlant un petit peu tantôt, tu savais, un des phénomènes lorsqu'on a créé des équipes Scrum, des équipes auto-organisées. On a sorti les gens de leur milieu naturel, on a sorti les DBA de leur milieu naturel, on a sorti les architectes, front-end, puis développeurs, puis on les a mis tous ensemble. Ils ont perdu leur tribu, je dirais, naturel ou traditionnel plutôt. Et on a perçu qu'il y avait les échanges, les opportunités d'échange au côté expertise étaient moins fréquentes parce qu'ils ne sont pas avec leur gang à 5 jours par semaine. Donc, on a mis en place des communautés de pratique pour contrer un peu ça. Donc, régulièrement, les gens de UX se rassemblent une fois par 2 semaines. Voici la nouvelle technique que j'ai appris pour pouvoir définir le personnage, whatever, blablabla. OK, puis la personne retourne dans son équipe pluridisciplinaire et son travail s'améliore. J'imagine un phénomène similaire avec une abondance de micro-entreprises. C'est-à-dire que le comptable de la micro-entreprise là-bas versus le comptable de la micro-entreprise là-bas ne sont pas au courant. Lui est au courant de la nouvelle norme de façon de faire des choses. Elle, là-bas, n'est pas au courant parce qu'ils ne se sont pas parlé comme ils le feraient normalement s'ils étaient tous dans les mêmes sections de cubicules au 11e étage de l'organisation. J'imagine que ça serait un des risques. J'aurais un exemple de risque aussi que j'ai lu, en fait, chez Zappos, qui n'est pas un run-down free, et comme qui passait par l'holacratie, qui est quand même assez similaire, beaucoup d'auto-organisation, etc. Et puis, ils ont eu des démissions massives. Pourquoi ils ont des démissions massives? Parce qu'en fait, les gens, dans des équipes de type micro-entreprise, des équipes à ce même principe, ne voyaient plus d'évolution de carrière possible. Ouais. Et donc là, ça, c'est un point important parce que dans notre mentalité, notre culture aussi occidentale, on a toute cette question de progression hiérarchique qui est vraiment ancrée depuis l'enfance quasiment. Hein. Qu'est-ce qui fait ton papa? Qu'est-ce qui fait ta maman? Le statut social est vraiment très, très fort associé à ça, veut pas. Et donc, oui, quand on démarre ça, etc., c'est super, tout le monde a plein de bonne volonté, personne n'est contre la vertu. Puis après un certain temps, qu'est-ce que je fais maintenant? Il n'y a pas de chef, je suis pas chef, je sais pas évoluer. Qu'est-ce que je fais? Je suis obligé de quitter. Donc, il faut pouvoir... ça, c'est un risque important.
Et donc, il faut pouvoir donner une forme d'évolution qui est hors d'une évolution hiérarchique. Ouais. Puis chacun il trouve son compte là-dedans. Mhm. Effectivement, parce que les gens qui ont la fibre naturellement entrepreneuriale, ils sont probablement pas dans ce mindset-là, mais comme on disait, dans les 5-6 qui ont l'idée de partir le bout de banque crypto, mais les 20 qui le joignent à eux, ben là-dedans, il y en a qui sont retournés dans la corpo, mais ceux qui restent là, effectivement, peuvent perdre le sens de qu'est-ce qui arrive. Exactement, Mathieu. Parce que dans ce modèle-là, si on regarde ça d'un point de vue hiérarchique, qui est quand même notre modèle mental de beaucoup de gens, la seule évolution est horizontale. Mhm. Ok. Ouais. Donc, comment est-ce que tu récompenses les gens? Comment est-ce que tu récompenses les performances? Mhm. Ouais. Pendant que mon ami, la compagnie d'à côté, lui, travaille fort pour atteindre le niveau vice-président, puis après ça, le premier vice-président, puis moi, je suis le petit clin, le petit clin dans ma micro-entreprise. Je tripe, j'ai du fun, j'ai de la valeur à mes clients, c'est fantastique. Mais côté statut social, là, Je reste un team member de la micro-entreprise X qui, à qui fait moins peut-être le meilleur produit du monde. qu'on décide que tout le monde dans la micro-entreprise sont VP. Ah ben, ça marche pas, Eric. Si tout le monde est super, personne n'est super. Tu connais pas ça? Ça prend des sous-fifs à gérer. Il faut que je puisse dire dans mon party de Noël, je suis le gestionnaire d'un empire de 75 personnes ou de 228 personnes. Ouais. Mais non, c'est un point réel. Mais ce que ça veut dire, c'est que c'est juste une raison de plus de ne pas faire un Big Bang en micro-entreprisant. Je sais même pas si on fait des néologismes aujourd'hui. Une entreprise au complet, c'est important que ça se fasse graduellement puis qu'il puisse y avoir un retour à une structure un peu plus classique où les gens qui trouvent plus leur compte puissent y vivre. Là. Ouais. Oh, oh. On n'a pas fait le tour, c'est sûr. Tellement de patentes. Bruno, quelle question aurais-tu voulu recevoir ce soir? Écoute, je pense qu'on a pas mal fait le tour. On m'a vraiment gâté. Donc, j'ai eu beaucoup de belles questions. Puis, on a vraiment dialogué là, par rapport à ces éléments-là. Je pense que ce serait intéressant aussi de comprendre la trajectoire des gens, notamment des gestionnaires. Moi, je m'adresse beaucoup aux gestionnaires parce que c'est dans mon métier. Euh, qu'est-ce qu'on leur dit quand on dit, ben tiens, on va passer ce modèle-là, Run Down Hurry. Qu'est-ce qui va advenir de toi? Est-ce qu'ils s'en vont? Est-ce qu'ils deviennent joueurs d'équipe? Est-ce qu'on doit les requalifier en termes de compétences, etc. Donc, tu sais, il faut voir un peu que chacun doit pouvoir se projeter. C'est ça la question. Et si on veut que ce soit un changement noble, tu peux pas dire, bah tiens, vous êtes les bons, puis vous, c'est terminé. Ça marche pas. Si on veut que ce soit un changement noble, il faut que la grande majorité des gens, on dira jamais tout le monde, c'est trop bien, que la grande majorité des gens voient ça comme quelque chose de positif. Mhm. Et ceux qui sont évidemment les plus menacés, ce sont ceux qui sont dans les postes de gestion. Oui, surtout si tu travailles chez Bayer. Pas chez Ayer, mais chez Bayer. Ils sont en train de liquider des middle managers à la pelletée ces jours-ci. Donc, Surtout ça, les gestionnaires du milieu, là. Ceux qui sont loin des clients, proches des employés, mais qui connaissent peut-être un peu moins le domaine. Excuse-moi, je t'ai coupé, Eric. Non, pas du tout. Ça complète très bien. Puis en même temps, j'ai ce genre de sentiments partagés. J'ai un malaise du fait qu'une entreprise traite ces gens comme des ressources éjectables aussi facilement. Ah. Mais en même temps, j'admire l'effort colossal que fait Bayer pour aplatir la hiérarchie. Il passe de 20 quelque chose à. Je vais te souvenir là, de 20 quelque chose à 7 niveaux. Donc, c'est colossal ce qu'ils font présentement. Donc, c'est bizarre comme sentiment. Puisque quand je vais passer des articles, Bayer a mis à la porte un autre 5000 middle managers. C'est comme, yeah! Ah! C'est 5000 personnes, là, 5000 pères, de famille, 5000. Exactement. Mettons qu'on mette en place Renanei dans la Banque Laurentienne, puis en back full pin, et que moi, je suis le coach de cette initiative-là, puis qu'on annonce qu'on met à la porte 700 gestionnaires demain matin. Je ne sais pas comment je me sentirais, honnêtement.
Mais bon, Mais tu sais, il y a peut-être une piste de solution, en tout cas quelque chose qui peut un peu adoucir les angles. Si on regarde les transformations que ING a fait aux Pays-Bas et en Belgique il y a déjà ouais, pas mal d'années, ouais. et de ce qu'on en sait évidemment par les lectures, parce que moi j'étais pas là, j'ai quand même interviewé plusieurs personnes qui l'ont fait. Donc j'ai quand même eu des chapter leads, etc. Ce qu'ils ont fait en fait, c'est que quand ils ont changé de modèle, là, c'est pas du randomary, mais le principe reste bon. Ils ont remis tous les emplois sur le marché. Donc, tout le monde peut postuler pour tout emploi. OK? Donc, voilà les emplois. Chacun peut postuler. Si t'es VP, tu postules. T'es membre d'équipe, tu postules, etc. Donc, déjà, ça remet à un niveau. Mhm. Les gestionnaires, évidemment, pouvaient postuler pour des emplois. Ils n'avaient pas de perte de rémunération ni rien. Donc, ça aussi, c'était une garantie qu'ils offraient. Et ceux qui ne se trouvaient pas dans ce modèle-là, qui ne se retrouvaient pas là-dedans, ils leur garantissaient que pendant, je pense, 6 mois ou un an, ils allaient les aider à retrouver un emploi ailleurs. Donc, avec un accompagnement solide, professionnel par rapport à ça. Je ne parle pas juste de 3 mois de préavis, là. Je parle vraiment d'un vrai accompagnement de recherche, etc. Ouais. Donc là, oui, il y a eu des départs. Il y a des gens qui, comme gestionnaire, se disent, bah, je me retrouve pas là-dedans. Je veux pas être là-dedans. Puis d'ailleurs, c'est courageux parce qu'il faut se connaître aussi, mais qui ont donc été accompagnés. Puis au final, je pense qu'ils ont perdu un peu l'équivalent de 30% de leur, je me rappelle pas le chiffre exact, mais environ 30% de leurs gestionnaires intermédiaires. Mais tous les autres se sont retrouvés dans la nouvelle structure sous différents rôles, etc. Donc c'est pas si mal. C'est un peu comme Ouais. se faire dans des conditions qui sont humaines, c'est ça que je veux dire, en fait. La façon que tu la, Pas un bug, c'est un feature. Et de la façon que tu l'amènes, puis je fais juste du pouce sur quand tu dis que c'est pas un bug, c'est un feature, c'est que c'est venu créer une espèce de filet de sécurité pour que la transition ou un parachute, là, pour que la transition se fasse de façon agréable et pas trop catastrophique. Mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de gestionnaires qui le sont devenus, mais qu'originalement, il y avait du plaisir dans leur métier d'origine, puis ils trippent encore là-dessus. Oui, peut-être qu'ils ont perdu l'aspect technique, se sont détachés un petit peu, puis tu as mentionné brièvement tout à l'heure, Bruno, on peut leur offrir une remise de niveau là-dedans, mais il ne faut pas sous-estimer aussi le nombre de gestionnaires qui vont devenir team member puis avoir du fun, qui vont l'embrasser, ce changement-là aussi. Oui, il faut les accompagner, etc. C'est tout du risque, ce que tu viens de dire, je suis 100% d'accord. Et en plus, il y en a qui vont être ultra contents de faire ah cool, maintenant je peux redevenir team member dans une équipe de banque crypto machin ou RH qu'on parlait plus tôt, puis wow, je retombe en amour avec mon métier d'origine qui était les ressources humaines, le développement, la gestion en finance, la comptabilité, peu importe, puis qu'ils revivent ce moment-là. Je pense que c'est pas à négliger non plus, Non, tout surtout à si fait. c'est véhiculé de façon favorable puis qu'on t'aide dans cette transition-là. On voit ça comme une opportunité de se remettre en Exact, question, puis de se repositionner exact. professionnellement par rapport à un rôle qu'on a. Et puis le fait qu'on le fait tous ensemble, du coup, il n'y a plus de honte, tu vois. Il y a plein de gestionnaires qui ont peut-être effectivement pris un rôle de membre d'équipe, qui sont heureux. S'il n'y en a qu'un seul, c'est une démotion. OK? Exact. Mais s'il y en a plein, bah, c'est en fait une opportunité de Mhm. carrière, tout simplement. Ouais. Ouais. Exact. Puis en faisant ça, ça vient, comme tu m'as mentionné tout à l'heure, le risque qu'il y avait chez Apple, c'est de ne plus percevoir cette recherche-là, ce statut social-là, ben ça vient le faire vivre à plusieurs personnes d'un coup en même temps. Donc, c'est ça. Le choc est moins grand quand tu es plusieurs à le vivre en même temps, puis c'est positionné de façon favorable. J'ai de l'espoir. C'est le fun qu'on puisse le mettre en œuvre. Nous trois, dans un mandat dans la banque X, et qu'on guide le client pour sa première micro-entreprise, sa deuxième, et ensuite, au final, 22 micro-entreprises, puis ils ont atteint l'équilibre parfait. Ce qui est cool, ce qui est parfait. Ça, nous, on quitte, puis là, les gens regardent ça, puis ils disent Hey, peux-tu faire ça ici? Je pense que oui. Pour reprendre Bruno plus tôt, en avez-vous besoin? Oui, OK. Là, on peut commencer. On dit la même chose avec Agile en passant. Quand les clients disent Exact. c'est Agile. Pour être Agile. Non, non. Je trouve une autre raison que Agile pour décider d'adopter de l'agilité chez vous. Mais écoutez, Bruno, merci beaucoup. Et merci à vous.
Merci beaucoup. Pour les gens qui écoutent, j'ai monté tantôt, c'est une belle explication de René Ney dans Startup Factory. Bon livre à lire. Il y en a un deuxième livre sur le sujet sur Amazon, mais il est comme 145 $ US. Un moment donné, il va être disponible quelque part. C'est pour ma poche. Il y a les articles de Bruno aussi, peut-être que ça vaut la peine de mentionner. Oui, je vais les mettre en lien dans YouTube. En bas ici. Tu n'es pas là, Mathieu, pour faire ta ligne. Tu as écrit un article pour le magazine Les Affaires qui parlait un peu de Desjardins, je crois, si je me souviens bien. En fait, c'est un article sur la décentralisation, puis notamment l'un des exemples, c'est effectivement Desjardins avec les caisses populaires, donc qui sont un exemple jusqu'à un certain point, évidemment, de décentralisation et d'autonomie. Oui, c'est un peu hybride. Quand tu as 30 000 personnes au bureau chef, c'est que c'est pas mal hybride comme approche. Mais avec Mathieu, on parlait beaucoup de micro-entreprises au Québec qui sont en mode travailleur autonome. Donc, tous les conducteurs Uber, par exemple, c'est une pluie de micro-entreprises. Puis de ce temps-ci, gravite un petit peu. Là, je pense qu'il y a plusieurs agences de pub qui finissent par, agences de publicité, communication, marketing, qui finissent par avoir plusieurs micro-entreprises. Il y en a qui vont se spécialiser dans le produit média, d'autres dans le produit architecture, d'autres dans le produit de production vidéo, etc. Et puis ça finit tous par vivre sous un espèce de chapeau, puis ils s'échangent réellement des mandats, ils collaborent ensemble, ils s'échangent des sous, des clients, des partenaires, etc. Fait il y a déjà des modèles qui sont pas si loin de cette structure-là. Non, en tout cas, de ce que j'ai vu, non. Bruno, la grosse corpo qui veut t'embaucher pour créer sa première micro-entreprise, il te communique avec toi comment? En général, ils me communiquent via LinkedIn, par exemple. LinkedIn, ça marche bien, on s'en sert comme d'un courriel finalement aujourd'hui. Donc, absolument. On se retrouve là-dessus, puis on envoie un message, puis on en discute. Hein. Si on t'appelle, Bruno, on est là pour t'aider aussi. On ne sera pas trop que de 3, je pense. En espérant que dans un an, on fasse un autre épisode, puis on n'est plus 3, on est rendu 50 à échanger un petit peu sur plus on a de fous. Randan et Tour, yes. Et qui sait, peut-être qu'il y a quelques personnes un petit peu partout au Québec ou en France qui explorent ça, qui se questionnent là-dessus. Écrivez-nous, on va être plus à échanger. Avec plaisir, on va continuer la discussion d'une autre manière. Quand le micro-entreprise store qui s'en vient. Commandité par Factor. Messieurs, une excellente soirée. Merci beaucoup pour la conversation. Merci beaucoup. Merci à vous.